J'ai maintenant le privilège de vous présenter notre présentatrice. La docteure Pamela Reed est une comportementaliste animale appliquée certifiée et occupe actuellement le poste de vice-présidente de l'équipe des sciences comportementales de l'ASPCA. Elle a obtenu son doctorat en psychologie avec spécialisation et en apprentissage et comportement des animaux de l'Université de Toronto. Elle donne fréquemment des conférences sur le comportement des refuges, le comportement animal et le dressage des chiens dans le monde entier. Elle forme également les forces de l'ordre sur les méthodes non létales de manipulation des documents dangereux. Alors commençons. Rejoignez-moi maintenant. Bonjour tout le monde, merci. Et merci à tous de vous joindre à cette deuxième partie du webinaire sur la communication canine. Donc, juste pour récapituler brièvement, la dernière fois, nous avons démonté les composants du langage corporel du chien et les avons analysés séparément. Nous avons donc regardé les yeux et les oreilles, la queue, la bouche et ensuite la position générale du corps. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est rassembler toutes ces pièces du puzzle pour essayer de comprendre l'image globale, comprendre les messages que les chiens transmettent, en partie pour que nous puissions interagir avec eux de manière plus appropriée et aussi pour mieux protéger ce qu'ils sont susceptibles de faire ensuite. Oups, j'ai oublié de le dire. Diapositive suivante. Donc, pour commencer, nous allons regarder quelques images des messages de langage corporel les plus courants, mais que les chiens transmettent. Et tout d'abord, nous regardons un chien neutre détendu, et qu'est-ce qui nous dit que ce chien est détendu et neutre? Nous avons des yeux normaux sur ce chien, nous avons des oreilles naturelles, il ne se passe vraiment rien, mais les oreilles, le muscle de la musculature du visage sont détendus. Il n'y a pas de Kenset là-bas, et la chose la plus révélatrice est probablement la bouche ouverte. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et de même, si vous regardez ces deux chiens, vous voyez des choses similaires. Vous voyez des oreilles assez normales, vous pouvez voir la queue fixe, détendue, pas de tension dans le corps ou dans le visage, et encore une fois, cette bouche ouverte. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce chien a donc l'air très différent. Ce chien a un regard très concentré sur quelque chose. Je ne sais pas quoi. Les oreilles sont à nouveau très directes comme nous en avons parlé la dernière fois. C'est un peu plus difficile avec des chiens avec des équipements de relations publiques, mais s'ils sont tournés vers l'avant, cela signifie qu'ils écoutent quelque chose ou regardent quelque chose avec les yeux. Alors dans ce cas, le chien a une queue très haute et raide. Donc ce n'est certainement pas une position naturelle du chien, il s'est légèrement décalé vers l'avant. Et comme vous pouvez le voir, les hâcles sont levés, le chien est dirigé à la fois au-dessus des conditions et sur le dos à la fin du chien, puis dans ce cas, la gueule du chien est fermée. Et puis en bas, vous voyez, procédez avec prudence. Pourquoi dirais-je de procéder avec prudence lorsque vous voyez un chien comme celui-ci? Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment savoir qu'il est excité et qu'il est alerte, mais il est préférable, si vous voyez un chien comme celui-ci, de procéder avec prudence, car vous n'avez pas encore une bonne lecture. Vous ne savez pas si ce chien va dégénérer en agression ou ils peuvent regarder quelque chose et dire « Oh d'accord, il n'y a rien à craindre », puis se détendre. Vous avez donc besoin de plus d'informations avant de savoir exactement comment interagir avec le chien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et voici un autre exemple d'un chien éveillé et alerte. Encore une fois, très concentré. Les oreilles sont à nouveau directes. On voit un très grand détail. Dans ce cas, le poids est équilibré. Ce n'est pas en avant ou en arrière, mais il est très carré. Et cette gueule fermée, ce qui est plus difficile à voir avec ce chien. Donc vous ne pouvez pas vraiment détecter la direction de Tyler aussi bien sur un chien avec l'entraîneur. Et encore une fois, j'ai procédé avec prudence. Maintenant, il se trouve que je connais ce chien et qu'il adore interagir avec les gens et qu'il se tient à la porte, où il sait qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. C'est donc définitivement alerte. Il est définitivement excité. Mais dès que cette porte s'ouvre, il passera à un comportement amical à ce moment-là. C'est pourquoi il est difficile de le savoir, sauf en faisant attention à ce genre de langage corporel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Maintenant, nous avons un chien très différent. Le corps est voûté et abaissé ou vers le bas. Ce chien a plusieurs années de toute façon, mais les oreilles sont également baissées. Et dans l'ensemble,
Il a l'air d'essayer de se faire petit. Ce serait donc cohérent avec un chien craintif. Et pourquoi dois-je procéder avec prudence ici? Très différent du chien précédent. Mais encore une fois, vous ne savez pas ce que ce chien va faire ensuite. Quand le chien a peur, il pourrait devenir de plus en plus craintif ou il pourrait devenir agressif. Et sur la défensive, il est donc difficile de savoir, jusqu'à ce que vous obteniez plus d'informations, comment cette interaction va se dérouler. Diapositive suivante. Voici un autre exemple d'un chien craintif. Encore une fois, vous voyez cette courbure sur le corps. Vous voyez une posture corporelle abaissée. Et dans ce cas, vous pouvez voir la queue du chien est rentrée. Il n'est pas maintenu bien en place. Dans ce cas, les yeux le sont. C'est difficile à dire avec certitude, mais il regarde autour des chiens, regardant quelque chose. Et dans ce cas, le chien a l'air aussi, encore une fois, sans plus d'informations et les circonstances, vous devez au moins être conscient et procéder avec prudence. Diapositive suivante. Encore une fois, une autre photo très différente dans ce cas. Le chien a les oreilles tombantes. Il est donc plus difficile de dire s'ils sont aplatis par rapport à ceux qui le sont naturellement. Ce chien a également des yeux ronds et naturellement très larges. Il est donc plus difficile d'interpréter ce qui se passe avec ses yeux. Ainsi, la queue est que naturellement au-dessus de son corps de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours dire que la base des oreilles est vers le bas plutôt que vers le haut. Et vous pouvez dire que la base de la queue est vers le bas. Et alors, certainement, la posture globale du corps est abaissée. Il peut donc toujours transmettre beaucoup d'informations avec son corps, même si les structures élémentaires peuvent être très différentes. Diapositive suivante. Et ce chien est assez différent du précédent. Ce chien serait considéré comme anxieux ou peut-être agité, pourrait être une autre bonne description pour le chien. Ce que nous dit le chien, il est relativement équilibré dans son corps. De plus, la queue est un peu vers le bas, c'est-à-dire que les oreilles sont tournées vers l'arrière. Cela pourrait donc être cohérent avec de la peur, et dans ce cas, vous voyez un bâillement très exagéré, et nous en avons parlé la dernière fois, que je l'ai appelé un bâillement de stress, et dans ce cas, nous vous donnons le contexte. Cette chienne est dans une clinique vétérinaire, et elle est nerveuse. C'était la posture corporelle qu'elle avait lorsqu'elle attendait dans la salle d'attente. Et encore une fois, procédez avec prudence, car ce chien n'est pas détendu, et sans information, vous devez être prudent dans votre interaction. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et comparons le langage de ces deux chiens. Un chien est très en avant. Et en regardant directement les autres oreilles du chien, elles sont relevées. Le corps avance évidemment dans la direction de l'autre chien brun, à gauche. Pas aussi droit, un peu difficile à dire. Le chien ne regarde pas directement et l'autre chien a détourné son regard. Son corps est abaissé pour le faire paraître plus petit. Et il est clair qu'il est en train de vouloir partir. Et il s'en va. Alors tout cela est assez clair dans l'image. Pouvez-vous dire si ces chiens jouent ou s'ils sont au milieu d'une altercation? C'est là qu'il devient parfois très difficile de regarder des photos, car vous ne pouvez pas vraiment le dire avec certitude à partir des photos. Parfois, si l'interaction est une interaction amicale et ludique ou autre chose de plus. Dans ce cas, pour moi, cela ressemble à quelque chose de plus. Mais encore une fois, il serait vraiment difficile de le dire avec certitude, sans voir la vidéo et voir tout le contexte. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, que pouvez-vous dire de ce chien? Quel est le message général que ce chien envoie? Il y a beaucoup de réactions qui reprennent certaines des choses que le corps du chien nous dit, en particulier celle qu'il a le regard détourné. Passons à la diapositive suivante. Nous pouvons donc voir l'interprétation. Donc ce chien ne regarde pas directement et que les oreilles sont de nouveau aplaties, mais elles sont devant et son poids est clairement décalé par rapport à ce qu'il regarde. Il se passe beaucoup de choses avec sa bouche. Sa bouche est fermée en virgule et que le coin des lèvres avance et c'est très révélateur. Donc, dans l'ensemble, en regardant ce chien, je dirais que ce chien est nerveux, effrayé, craintif. Il a peur que cette personne s'approche. L'autre partie que j'ai omis de mentionner,
c'est que, vous savez, vous pouvez en quelque sorte dire où il regarde, et il a tourné son corps sur le côté, ce qui lui permet de fuir s'il décide que c'est le bon choix. Si vous pouviez l'entendre, je dirais qu'il est probablement en train de réfléchir, et cela pourrait indiquer que s'il était acculé, il pourrait s'échapper pour se défendre également. Encore une fois, procédez avec prudence le choix approprié. D'accord. Qu'est-ce que cette photo vous dit? Et pendant que vous répondez, jetez un coup d'œil à la situation et au contexte aussi. Et dites-moi s'il y a quelque chose d'important que vous voyez là-bas. Certes, il y a un peu plus de réponses mitigées à propos de celui-ci, mais la plupart d'entre vous remarquent le fait que le chien est loin de ce qu'il regarde. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, et j'ai vu des gens dire qu'ils procédaient avec prudence, comme je disais. Les yeux de ce chien sont donc très écarquillés. La tête est un peu baissée, regardant vers le haut. Une queue est basse, et la posture globale du bas du corps et le poids s'est déplacé dans la clôture et la raison pour laquelle je procéderai avec prudence est que ce chien est acculé. Et donc, je pourrais avoir un scénario très différent. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce chien avait transmis la peur. Peur des autres chiens et quand un chien se rapproche. Cette peur s'est transformée en un avertissement défensif. Maintenant, le chien dit « Reculez, éloignez-vous de moi, et si vous ne le faites pas, je me défendrai. » Maintenant, avec cela même, les chiens font la même chose. Difficile de savoir que le chien a peut-être choisi de fuir à la place. Oui, il y a une canine muselée à l'arrière. C'est vrai, je n'avais jamais remarqué cela auparavant. Diapositive suivante. D'accord, le corps du chien et sa position est très exagérée. Donc, vous voyez un regard très indirect sur ce qu'il regarde. Et les oreilles sont été aplaties. La queue parle, le corps est très voûté et le poids abaissé et décalé. Et dans ce cas, il se passe en fait plus de choses avec la bouche et les dents sont rétractées et sont visibles et c'est un peu difficile à voir. Mais je pense que la langue est également protégée. Donc, ce chien dit clairement de reculer. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et voici toute la séquence. Et c'est aussi un excellent exemple de la façon dont un chien craintif peut finir par mordre quelqu'un ou un autre chien. Ce chien a peur de l'autre chien et a beaucoup d'espace pour s'échapper. Mais elle choisit de menacer le chien en premier plutôt que de battre en retraite. C'est probablement parce qu'elle n'a pas l'impression de pouvoir s'échapper en toute sécurité sans être poursuivie. Même dans le contexte et le jeu, plutôt que de faire cela, sa meilleure défense est une bonne. Génial. Elle va donc voir si elle peut intimider les autres chiens pour qu'ils partent à la place. Et il y a un autre chien là-bas qui évalue la situation, probablement en essayant de déterminer s'il s'agit d'un jeu ou d'autre chose. Et en général, vous voyez que les chiens ont tendance à être assez respectueux de ce genre de réaction. Et même si cela semble être une sorte de réaction excessive, ils ont tendance à dire « d'accord, vous avez peur » et ils vous laissent tranquille. Et puis nous regardons le proprio et les interactions humaines. Les chiens semblent réagir assez bien lorsque les humains imitent le langage corporel non menaçant. Donc, sur cette photo, vous voyez le chien transmettre un certain message et vous voyez la personne transmettre un certain message aussi. Que dit le chien dans la situation? Oui, nous voyons beaucoup du langage corporel. Le corps est définitivement abaissé avec le fardeau des années et l'autre partie est surélevée. Maintenant, qu'est-ce que l'humain dit et fait pour transmettre un message? Quelques bonnes réponses ici. C'est me faire petit et je ne regarde pas directement le chien. Et je ne fais aucun mouvement vers le chien. L'idée ici est donc d'aider le chien à se sentir plus à l'aise et certainement d'éviter d'aggraver la situation. Et la prochaine étape serait de se rapprocher progressivement et de parler au chien de manière amicale. Peut-être très prudemment, calmement, donner une friandise dans la direction du chien pour voir si le chien accepterait les friandises et éventuellement pour se rapprocher. Diapositive suivante. Voici une interaction entre une personne et un chien. Qu'est-ce que vous changeriez dans cette interaction? Oui, cette personne est au-dessus du chien et tient la main au-dessus de la tête du chien. Ainsi, le chien répond en indiquant qu'il a peur et baisse son corps et regarde la personne. Il ne semble pas que le chien va partir et il ne semble pas qu'il veut dégénérer en agression défensive.
mais il est clair que le chien n'est pas à l'aise avec cette interaction. Diapositive suivante. Oui, c'est la même chose, légèrement différent. Qu'est-ce que vous changeriez à ce sujet? La personne est toujours debout. Alors maintenant, il ne tend pas la main au-dessus du chien pour mettre la laisse du chien, mais il est debout à côté. Et donc, la menace est toujours là. Et il est intéressant de voir le changement dans le langage corporel du chien. Donc, il ne charge pas tout de suite parce que la personne ne reste pas au-dessus. Mais le chien se penche légèrement vers l'extérieur. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et maintenant, vous voyez ici que la personne est agenouillée. Il s'adresse au propriétaire plutôt qu'au chien, car le chien a encore peur. Vous pouvez le voir, mais certainement moins, et le chien se penche maintenant un peu en arrière. C'est donc vraiment fascinant de voir ces différentes postures corporelles en réponse à des interactions très différentes de la part de la personne. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Beaucoup d'entre vous entendent cela souvent. Ne tournez pas le dos à un chien confortable. De toute évidence, il est un peu curieux, mais il ne veut pas interagir. Est-ce qu'il est motivé à s'approcher pour la friandise? Maintenant, il est en position conflictuelle. C'est certainement une situation risquée, mais c'est un exemple très classique de la façon dont un chien qui est effrayé peut potentiellement avoir une réaction d'agressivité lorsque la personne ou l'enfant passe devant d'eux, et en particulier s'il tourne le dos au chien. Et l'autre aspect, la personne avait une friandise dans la main, c'est très difficile pour ce chien, parce que le chien était motivé pour s'approcher pour les friandises, mais était encore très effrayé. C'était donc une très mauvaise situation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voudriez-vous caresser ce chien? Beaucoup de bonnes réponses ici. Nous voudrions peut-être être un peu prudents et l'aborder certainement. Je vois des gens dire qu'il a un regard dur et direct qui regarde définitivement quelque chose. Il y a un obstacle là-bas, ce qui est bien sûr aussi un problème. Il y a beaucoup de tension sur le visage, soit pas seulement en regardant directement quelque chose également restreint, ce qui indique encore une fois l'intérêt intense pour quelque chose, et les oreilles sont en avant. C'est un peu difficile à dire, mais il semble que le poids du chien se penche également en avant. Définitivement, sa bouche est fermée. Il se passe beaucoup de choses dans cette image. Et le chien est donc très concentré sur quelque chose. Mais à part cela, nous n'avons vraiment aucune information sur l'état motivationnel. Alors que se passe-t-il si vous ne vous approchez pas et ne choisissez pas nécessairement d'y aller? Que devriez-vous faire à la place si vous aviez besoin d'interagir avec ce chien? Vous pouvez parler au chien d'une voix amicale et vous pouvez le distraire de ce qui l'intéresse à l'extérieur. Voyez si son comportement change d'une manière ou d'une autre. Il se peut qu'il regarde un écureuil. Et puis si vous lui parlez, regardez s'il va interagir avec vous, si son comportement ne change pas. Mais si cela ne s'aggrave pas, vous pouvez être en mesure de vous glisser jusqu'à lui et de lui poser une laisse sur la tête, si vous en aviez besoin. S'il se concentre vraiment sur autre chose, plutôt que sur vous, vous devez toujours lui parler pour qu'il sache que vous êtes là. Mais vous avez besoin de plus d'informations à ce stade. C'est s'il vous regarde et que son comportement ne change pas lorsque vous lui parlez. C'est à ce moment-là que je serai très prudent avant d'évaluer la situation pour voir s'il est vraiment OK. S'il n'est pas content, vous voudrez peut-être baisser légèrement la tête, mais gardez les yeux sur lui sans le regarder directement, mais le surveiller en tout temps et reculer lentement jusqu'à ce que vous puissiez mettre quelque chose entre vous et lui. Quelque chose de plus sûr. Le mouvement devrait être minimal, calme et fluide, afin que vous ne déclenchiez pas de réaction. Et vous ne bougez que lorsque vous êtes sûr de pouvoir vous protéger et vous éloigner. Et maintenant, je vais vous montrer le contexte. Ce chien regarde en fait les moutons. Il peut donc vous ignorer complètement si vous voulez le flatter ou vous écarter de son chemin parce qu'il regardera autre chose. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai quelques commentaires déjà. Lorsque je ne suis pas sûr de la motivation d'un chien, il est préférable de toujours lancer les friandises à distance. Cela permet au chien de vous associer à quelque chose d'agréable, quelque chose de non menaçant, mais ne forcez pas le chien à se rapprocher. Contrairement à l'exemple de donner des friandises en lançant les friandises,
Vous pouvez en fait diminuer la distance entre vous et le chien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. D'accord. Alors, qu'avez-vous vu dans cette interaction? Bonnes observations. Oui. Qu'en est-il de la queue haute et raide? Et la laisse serrée. Rejoins-le. Il est très motivé pour les friandises. Voici un autre bon exemple de la rapidité avec laquelle un chien est motivé pour qu'il soit intéressé pour les friandises, très excité, puis rapidement il change pour essayer de mordre la main de la personne. Un autre bon exemple de la raison pour laquelle c'est une mauvaise idée d'offrir des friandises avec vos mains, parce qu'une fois que la friandise était partie, c'est à ce moment-là que la morsure est susceptible de se produire. D'accord, eh bien, maintenant, nous allons changer de vitesse et envisager un autre mode de communication, et c'est les vocalisations. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les chiens ont donc une variété de différents types de vocalisations. Ils peuvent aboyer, ils peuvent se plaindre. Certains chiens, par exemple, vont parfois dépister s'ils ont mal. Si vous avez déjà eu un autre retriever Scotia, vous avez aussi probablement fait l'expérience. Une grande variété de différents types de vocalisations, et vous voyez différents types de motivations ou de contextes dans lesquels les vocalises peuvent se produire. Les chiens le feront pour attirer l'attention dans le contexte du jeu. Ils vocaliseront généralement en gémissant ou encore ils peuvent le faire lorsqu'ils sont en détresse ou en conflit. Les aboiements ont tendance à se produire dans une interaction territoriale ou une situation d'alarme. Ensuite, il y a la position défensive qui peut être un grognement ou un aboiement. Avant l'attaque d'avertissement peut être un aboiement ou un grognement. Certains chiens vocalisent également lorsqu'ils chassent des objets. Appelez cela une poursuite prédatrice, et c'est très différent aussi. Donc, pendant que nous y sommes, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que certaines personnes posent parfois des questions sur le rire. La recherche indique qu'il n'y a aucune preuve convaincante que les chiens ont une vocalisation spécifique pour le rire. Que pensez-vous que le chien sur la photo nous dit? Oui, je pense qu'il est assez clair sur le fait que c'est son domaine. Il aboie après quelqu'un ou quelque chose qui s'approche où il peut grogner. Cela peut être défensif ou offensif. Sa posture corporelle semble un peu plus cohérente avec la défensive en ce sens et qu'il est conscient de ce qu'il approche. Mais il tient bon à ce stade. Une étude fascinante dans laquelle on analysé les aboiements des chiens et a pu démontrer que les vocalisations étaient différentes et associées à différents contextes, et ils ont demandé aux propriétaires d'écouter des enregistrements de leurs propres chiens aboyant. Ils pouvaient dire si leur chien aboyait parce qu'il était contrarié d'être seul ou de demander à entrer, ou d'aboyer après un étranger ou même de jouer. Nous sommes donc très attentifs à l'interprétation des aboiements de nos chiens. Pendant que nous y sommes, regardons le chien sur cette photo. Il n'est pas très différent du chien précédent. Supposez que ce chien vous regarde. Comment aborderiez-vous le chien? La plupart des gens disent qu'il ne s'approcherait pas. Comment feriez-vous face à la situation, si vous deviez le faire? Ouais, je pense que ce ne serait probablement pas si différent de l'image qui interagit avec l'autre chien accroupi, d'aller de côté et pas de contact visuel. Je me réfugiais dans l'espace des chiens, parlant calmement au chien et voyant si le chien se calmerait et s'il se sentirait plus à l'aise. Diapositive suivante. S'il vous plaît, nous entendons souvent les gens parler du clic et que vous deviez ou non punir un grognement. Il est important de reconnaître que les chiens peuvent grogner et vous pouvez apprendre aux chiens avec le cliquet. Et puis vous avez une situation plus explosive. Suivre le même genre de schéma que les aboiements, en ce sens, il varie en fonction du contexte. Et les gens sont généralement très bons pour faire la différence. Nous avons donc 3 petits extraits sonores ici pour vous. Il y a 3 circonstances différentes dans lesquelles ces motifs ont été enregistrés. Dans un cas, le chien garde un os. Dans un autre cas, le chien joue. Et dans le 3e cas, le chien va vers un étranger. Nous allons donc jouer les 3 et nous voulons que vous voyez si vous pouvez le dire. Lequel est celui dans lequel on joue? Lequel est l'étranger? Allez-y et jouez-les maintenant. Évidemment, celui du jeu est plus facile à détecter parce qu'il y a d'autres sons qui le font révéler que c'est le jeu.
Mais il est intéressant de noter que les différences les plus subtiles entre le premier et le troisième, le grognement de garde est définitivement plus profond. Donc nous pouvons supposer qu'il y a un peu plus de défensive avec le grognement envers l'étranger. C'était bien, et j'ai oublié de mentionner à nouveau que les propriétaires étaient vraiment bons pour les décrire leurs chiens également. D'accord, diapositive suivante. Alors maintenant, nous allons parler des capacités du chien, et il est clair que c'est un domaine de communication auquel nous ne pouvons vraiment participer. Pour la plupart, il s'agit de parler de ce que les chiens sont capables de dire sur les odeurs, plutôt que de ce que nous pouvons utiliser pour interpréter leur communication. Maintenant, la mise en garde que la plupart d'entre nous peuvent certainement reconnaître les sécrétions de la glande anale. Celui-là, nous pouvons certainement détecter, mais quand il s'agit d'autres types d'odeurs, nous sommes un peu dans le noir. Et la raison en est que le bulbe olfactif de la zone du cerveau dédiée au traitement des odeurs chez le chien est 40 fois plus grande que la taille des humains. Et c'est encore plus fou quand vous pensez à la taille des cerveaux. Nous parlons donc de la différence entre la taille d'un pamplemousse et celle d'un citron vert, puis de 40 fois plus grand dans la taille d'un cerveau humain. Ce sont donc vraiment des machines à détecter olfactivement. Diapositive suivante. Cette zone du cerveau est remplie de récepteurs olfactifs et qu'elle devient tout simplement phénoménale. Quand on pense aux différences, nous avons donc environ 5 à 6 millions de cellules réceptrices dans notre bulbe olfactif, où les chiens ont environ 300 millions. Donc, c'est très différent. J'ai donné l'analogie que nous pouvons distinguer une cuillère à café de sucre dans une tasse de café, alors que les chiens pourraient distinguer cette cuillère à café de sucre dans suffisamment d'eau pour remplir 2 piscines olympiques. J'ai tendance à être une personne visuelle. Donc, si vous pensez à essayer de faire la division de l'analogie, ce que vous et moi pouvions voir à 1/3 de mile de distance, un chien pourrait voir à 3000 miles si sa vision était aussi bonne que son olfaction est comparée à la nôtre. C'est donc absolument fou. L'autre chose qui est très différente à propos du système olfactif des chiens, c'est qu'ils ont 2 voies distinctes. Une partie de cet air va directement à leurs poumons sous forme de respiration, puis l'autre partie de ce flux d'air vont dans le bulbe olfactif pour être traité. Nous ne faisons pas cela, tout va simplement au même endroit et nous traitons cette odeur qui est destinée à la respiration, alors que les chiens ont 2 voies distinctes. Diapositive suivante. L'autre chose qui est différente avec les chiens, ils ont un système appelé l'organe de Jacobson qui est situé dans le palais supérieur de leur bouche et ils détectent spécifiquement les phéromones. Donc c'est un système récepteur et il ne détecte que les produits uniques aux chiens. Donc, généralement, avec n'importe quel animal qui a cet organe. Il s'agit spécifiquement de détecter des informations liées au sexe, en particulier la préparation aux rencontres, etc. Et c'est pourquoi que vous voyez des chiens respirer profondément. Et ils vont même claquer des dents et baver lorsqu'ils reniflent. Il est plus probable que ce soit les mâles qui reniflent l'urine des femelles. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que les chiens sont capables de faire? Déterminer à partir d'informations les odeurs? Eh bien, il y a eu pas mal de recherches à ce sujet et il semble que les chiens soient capables de s'informer spécifiquement afin que les chiens aient les odeurs corporelles individuelles et ces odeurs corporelles émanent de l'urine et de leurs excréments. Ainsi, les chiens peuvent détecter l'identité d'autres chiens aux odeurs. Quand ils regardent les chiens, ils s'intéressent à leurs odeurs. Ils passent certainement plus de temps à renifler l'urine d'un chien inconnu que familier et ils peuvent aussi évidemment dire l'état reproducteur à travers les sortes d'urine. Et les mâles et les femelles présenteront une miction différente. Les mâles et les femelles sont plus susceptibles de uriner dans de nouveaux environnements. Et l'autre aspect qui se passe ici est que les mâles sont plus susceptibles de marquer avec leur urine que les femelles et lorsque les mâles sentent l'urine d'un autre chien. Ils sont plus susceptibles de marquer en termes de ce qu'ils détectent et de ce qu'ils transmettent. Il y a eu une étude qui a essayé d'examiner le lien entre le marquage et le surmarquage
est le statut dominant dans des groupes de chiens et il ne semble pas y avoir de relation claire là-dessus. L'une des choses que je trouve vraiment fascinante, c'est que malgré l'incroyable sens de l'odorat du chien et la quantité d'informations ils peuvent extraire des odeurs, ils semblent toujours s'appuyer fortement sur des repères visuels. Eh bien, en réalité, les chiens sont des animaux très visuels. Et une étude qui l'a illustré d'une manière tout à fait unique. C'était plutôt cool. Ils ont eu une situation où ils avaient des conteneurs qui ont été renversés. Un groupe d'entre eux cachait une friandise sous l'un des contenants, puis ils avaient le chien en laisse et permettaient au chien de monter et de renifler chacun des conteneurs. On peut supposer qu'avec l'odorat aussi bon qu'il a, ils peuvent dire exactement quel récipient a le régal. Et certainement, s'il n'y avait pas d'autres informations disponibles, ils iraient au bon contenant parce qu'ils ont senti. Cependant, s'ils voyaient la personne cacher une friandise sous l'un des récipients, le chien le devinerait plus vite. Il croit ce qu'il voit plutôt que ce qu'il sente. Et il fait également une autre variation où il demande à la personne de pointer du doigt un contenant différent de celui qu'ils avaient précédemment identifié comme contenant la friandise. Et ils iront là où la personne pointe plutôt que là où ils sentent. Sachez que c'est comme s'ils croient leurs yeux plus qu'ils ne croient leur nez et ils croient la personne plus qu'ils ne croient leur nez. Alors, gardez cela à l'esprit. Malgré leur capacité, ils restent des animaux très visuels. Mais étant donné que nous avons toutes ces informations sur ce que peuvent faire les odeurs, de toute évidence, cela joue dans leur salutation. Les chiens, d'une manière significative, ils se reniflent le visage l'un de l'autre. Ils reniflent les organes génitaux de l'autre pour pouvoir déterminer les informations de l'autre chien. Et vous pensez qu'ils seraient heureux de partager cette information. Mais en général, la plupart des chiens préfèrent renifler l'autre chien, tout en essayant d'éviter d'être reniflés eux-mêmes. Et quand il s'agit de la salutation entre chiens inconnus en particulier, il est vraiment préférable de permettre aux chiens de se saluer avec un minimum d'interférence de votre part. Ceci est d'une importance cruciale lorsque vous faites des nouvelles rencontres entre chiens afin d'évaluer le comportement dans les refuges. Vous voulez que leur laisse soit aussi lâche que possible, mais aussi tenez la main sur la laisse juste pour que vous puissiez facilement éloigner les chiens les uns des autres et éviter une rencontre agressive si elle s'intensifie. Vous devez donc rester soit sur le côté, soit légèrement derrière le chien et toujours à l'opposé de l'autre maître chien, et de cette façon, vous pouvez éloigner les chiens dans des directions opposées le plus rapidement possible, si vous en avez besoin. Encore une fois, vous maintenez en quelque sorte la situation également de près, de sorte que vous pouvez séparer rapidement les chiens si nécessaire. Je m'attends à ce que Bridget aborde ce sujet davantage dans le prochain webinaire sur la manipulation des chiens. N'oubliez pas non plus, si vous faites des salutations avec le chien en laisse, vous aurez la meilleure chance de voir l'autre chien. Et de même, le maître de l'autre chien aura la meilleure vue de votre chien. Il est donc toujours utile de communiquer tout le temps. Et vous verrez souvent des chiens devenir très habiles, ce qui a tendance à se produire. Lorsque les situations sont ambiguës, cela peut être difficile d'évaluer pendant ces quelques secondes et de déterminer s'ils vont entrer en jeu ou revenir à plus de reniflements ou dégénérer en agressivité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. S'ils ne sont pas à l'aise de s'approcher suffisamment pour renifler, encore une fois, ils vont se fier à leurs informations visuelles. Ils vont donc évaluer visuellement les motivations de l'autre, s'ils ne sont pas assez proches pour s'examiner l'un l'autre via leur odorat. Donc, si vous regardez cette image, qu'est-ce que le langage corporel de ces deux chiens vous dit? Je suggérerais que le chien de gauche est le chien le plus confiant dans cette interaction et que le chien de droite transmet une certaine indifférence. Il tourne légèrement son corps, même si sa queue est encore très haute. Il est plus incertain et il a donc tourné son corps sur le côté et s'il a le choix, il évite probablement ce chien. Il essaie de le courir.
et n'a pas d'interaction directe avec le chien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. D'accord, c'est donc une courte vidéo, je veux que vous regardiez pour analyser ce qui s'est passé. J'ai inclus ce clip vidéo parce qu'il se passe énormément de choses. En général, je vois beaucoup de commentaires disant que le chien noir et blanc ne se désintéresse de ses amis en fait. Elle était curieuse. Elle était très curieuse de connaître ce chien. Mais de toute évidence, elle est la plus confiante des deux. Mais elle n'est pas non plus tolérante à beaucoup d'interactions de la part du chien brun. Il se passe beaucoup de choses en termes de queue, beaucoup de rigidité. Le chien brun a certainement montré un langage corporel plus lâche que le chien noir et blanc à un moment donné. Eh bien, quelques points. Ils se reniflaient tous les deux en même temps, donc personne n'essayait d'éviter de se faire renifler. Et à un moment donné, la chienne noire et blanche a même levé sa patte arrière, comme pour permettre un accès plus facile pour renifler. Mais ensuite, elle a immédiatement répondu, plus agressive, en même temps. Mais le message à retenir de l'inclusion de cette vidéo est le suivant. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer en une très brève interaction ou salutation, et ensuite il faut être prudent. À propos de votre interprétation, juste parce que le chien noir et blanc a répondu assez agressivement au début, et il n'y avait aucune intention de se battre, c'était le matin. Et le chien est parti. Et il est donc important de ne pas étiqueter immédiatement ce chien comme une agression. Oui, nous pouvons le regarder à nouveau. Jouons-le à nouveau. Vous ne voulez pas étiqueter cela comme agressif, c'est simplement une rencontre. Ils peuvent ne pas être en mesure de dire exactement ce qui l'a fait réagir de cette manière. Mais c'est sa façon de pouvoir expliquer cela au chiot. Tant que cela ne devient pas une réaction excessive, dans ce cas, les réactions étaient tout à fait appropriées. Beaucoup de bons commentaires ici sur salutations. Face à face, par rapport aux salutations sans laisse. Si vous pouvez les faire en toute sécurité, c'est évidemment beaucoup mieux parce que vous n'interférez pas d'une manière qu'ils ne ressentent pas. C'est toujours faisable, ou mieux encore, mais c'est deux chiens qui marchent dans la rue et les gens qui sortent juste pour se promener. Et nous savons que cela arrive tout le temps. Et il en va de même pour les salutations par rapport au face-à-face. Il est tout à fait normal que les chiens se saluent face à face. Si un chien est mal à l'aise ou effrayé par un autre, il est bon d'essayer d'orchestrer les salutations. Mais encore une fois, il s'agit d'une interaction normale et naturelle pour les chiens. D'accord, nous manquons de temps. Et ainsi se termine la présentation sur la façon dont les chiens communiquent. Dans le prochain épisode de la série, Bridget Schubil va développer nos interactions avec les chiens et la meilleure façon de les gérer en fonction de ce qu'ils nous disaient. Je pense donc que nous avons quelques minutes pour les questions. Merci. Oui, et pendant que vous allez recevoir les questions de dernière minute, que vous le remplissiez très rapidement pendant que vous posez ces questions. Nous apprécions vraiment vos commentaires. D'accord, merci beaucoup. Revenons à vous pour les questions. Nous avons encore quelques questions sur la vidéo que vous venez de lui jouer. L'une d'entre elles était de savoir si vous introduisez des friandises dans ce scénario d'entraînement, est-ce logique? Si je m'attendais à ce que ce soit logique, j'ai du mal à penser à comment je pourrais si les chiens étaient heureux ou si l'un des chiens était mal à l'aise avec toutes sortes de salutations prolongées. Je peux leur permettre de renifler pendant 1 seconde ou 2 et leur demander de s'éloigner l'un de l'autre et récompenser avec les friandises. C'est peut-être un scénario, mais en général, s'il s'agit de 2 chiens qui ne sont pas censés être agressifs, il n'y a aucune raison de penser à l'avance. J'ai tendance à les laisser me montrer ce qu'ils veulent communiquer l'un avec l'autre. Et puis, une autre question ici, en fait, à propos de la séquence précédente à la recherche d'une confirmation à propos de quel grognement qui était protecteur par rapport à un étranger. Je me suis dit, je pensais que j'avais fait ça, mais oui, le premier qui est vraiment profond. L'une était la garde, l'autre du milieu était le jeu, et le troisième rampait et était étrange. Vous aviez une question sur l'excitation, s'il s'agit des différences d'excitation par race, et s'il s'ensuit et qu'il existe des différences génétiques ou une composante génétique à l'excitation. Je ne peux penser à une recherche spécifique qui confirmerait ou infirmerait cela, mais je dirais que c'est anecdotique.
C'est probablement le cas en termes de facilité avec laquelle un chien s'excite et de la mesure dans laquelle il le fait. Et encore une fois, pensez à l'excitation, tout comme à la vigilance d'activation, pas nécessairement à l'agressivité. Je veux dire clairement que chez certaines races, c'est plus élevé et peut-être plus facilement excité. Nous avons donc tendance à voir des border collies et de l'agilité ou du flyball, plutôt parce qu'en général, ils sont plus facilement excités et plus faciles à engager dans un certain type d'activité de travail. Donc, quand je pense que c'est difficile, parce que nous pensons à l'excitation dans des contextes différents, je suppose qu'il y a certainement des différences dans la facilité de voir l'excitation et la mesure dans laquelle l'excitation peut se produire. Et une autre question liée à l'excitation. Existe-t-il une corrélation entre les niveaux d'excitation et les niveaux de cortisol? Je peux penser à une étude qui s'est penchée sur l'excitation et le cortisol, par opposition au stress et le cortisol. Donc généralement, ils regardent les chiens qui vivent une sorte de situation stressante et examinent les niveaux de cortisol. Si le stress est lié, je veux dire si l'excitation est liée au stress et à l'activation de l'axe HPA, alors on peut supposer qu'il y aurait un lien, mais encore une fois, c'est un type d'excitation très très spécifique, c'est logique. Et je pense qu'en fait, nous n'avons plus de temps. Alors merci. Pam, je vais remettre la parole à Madeleine. Merci beaucoup à tous d'être venus. N'oubliez pas que nous avons notre 3e épisode de la série de webinaires sur les chiens.